fait, c'est très difficile. Enfin, moi, je ne vois pas quand j'écris, j'entends pas et je ne vois pas. C'est-à-dire on déborde à 1 minute, on est désolé. Déjà dans les romans, je ne vois pas de mes personnages, je ne les décris pas, je ne les donne pas à voir. Ils sont des mots, ce sont des mots. Et bien sûr, chaque lecteur a une image, mais qui est pour moi pas une image comme une image photographique, mais une sensation. Je ne sais pas, comme dans les rêves, par exemple, on rêve. Parfois, on a une vraie image dans les rêves, mais le plus souvent, on n'a que des mots, on n'a que des sensations, des intuitions, et souvent, c'est autour du langage, donc ce sont des mots qui font leur chemin. Et là, dans cette histoire-là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire je suis obstinément à la recherche d'une image de mon père, c'est-à-dire que j'ai aucun souvenir de ce corps-là, de cette personne-là, et je n'ai pas plus maintenant. J'ai fait semblant dans le livre d'en avoir une à la fin, parce que je me suis dit, bon, un livre ça dure longtemps, dans 10 ans peut-être que j'arriverai à le voir, donc je me suis dit, bon, il y a comme une espèce à la fin d'image qui se recompose. Mais la vérité de ça, c'est que je ne vois pas. C'est-à-dire que je peux regarder une photo, je me dis c'est mon père, je peux reconnaître sur une photo que c'est lui, je peux même reconnaître, je peux voir nos ressemblances ou la ressemblance de mon père. Mais en fait, si je ferme les yeux, j'ai rien. Donc je pense que je travaille avec ça. Pour être écrivain, il faut être tellement orgueilleux qu'on ne va pas s'ennuyer à être prétentieux. C'est déjà une décision telle de prendre cette décision, et encore une fois, être écrivain, c'est pas une question de qualité, etc. On peut être réellement écrivain et n'écrire que de mauvais livres, si on joue de malchance. Puisque finalement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours une fois que c'est terminé, puisqu'on publie parce que il faut bien arrêter à un moment, donc on dit voilà, on publie, etc. Et on se rend compte après, on est le dernier finalement, après les critiques, les lecteurs, etc., à se dire mais oui, finalement ça donne ça. Et donc ça peut être raté, ça peut être réussi, mais le problème n'est pas là. À partir du moment où on fait ça, effectivement, on est écrivain. Et on peut même être écrivain sans écrire de livre, j'en suis convaincu. Enfin, par exemple, si nous arrêtions maintenant, qui nous retirerait ça? Non, mais c'est vrai. C'est une espèce de position d'attitude, et qui le décide, mais c'est la même chose dans les arts plastiques. Voilà, dans l'art plastique, c'est de la même façon qu'on décide qu'un urinoir est une œuvre d'art ou n'est pas une œuvre d'art. On décide qu'on est écrivain, et finalement on pourrait prendre cette décision de manière secrète et ne pas écrire de livre pendant 20 ans. C'est une espèce d'attitude. Ça c'est différent. Oui. C'est différent ça. En effet, tout acte tout ce que l'on vit, tout ce que l'on ressent est un petit peu renvoyé dans ce spectre. Proust a formidablement écrit là-dessus. Bon, mais c'est totalement différent que de l'identité de l'écrivain. Moi, je m'aperçois que si vous mettez écrivain dans beaucoup de pays, quand vous passez la frontière, vous êtes sûr que vous êtes immédiatement emmerdé à la frontière. Oui, mais justement. Bon. Et alors, il y a deux possibilités. Vous avez le courage de vos opinions en disant ouais, je m'en fous, je vais me faire interroger, etc. Moi, beaucoup plus là, je préfère mettre, je sais pas, une autre fonction inoffensive, parce que alors peut-être que le courage serait justement dire écrivain et d'avoir tous les emmerdes et d'aller non pas dans les geôles, parce qu'on ne met plus dans les geôles pour ça, mais enfin on vous regarde et on vous garde beaucoup plus longtemps. Je voudrais rebondir sur cette idée de lecture sérieuse, parce que c'est vrai que d'abord une bibliothèque, moi je trouve que c'est aussi fait, on l'oublie souvent, des livres qu'on n'a pas lus, mais qui sont là. Il y a des livres qu'on n'a pas lus, dont on se dit qu'on ne les a pas encore lus, qu'on les lira un jour, et puis au fond, il y a forcément un moment où on est rattrapé par le temps, et puis on mourra avec certains rayonnages de cette bibliothèque, ou certains livres en tout cas, qu'on n'aura pas lus. Mais ils sont très importants, ces livres, je trouve. J'étais sensible à ce que disait Alberto Manguel sur cette idée qu'on trouve quelque chose dans le livre d'à côté. Mais on trouve aussi parfois
précisément des choses ou des idées dans des livres qu'on n'a pas lus, ou qu'on n'a pas vraiment lus, ou qu'on a survolés. Et tout ça est précisément une pratique beaucoup plus compliquée que la lecture sérieuse. J'espère vous avoir bien compris par ce terme de lecture sérieuse, c'est-à-dire on sait bien qu'au fond, le problème que les gens ont avec la lecture, c'est l'école. Parce que précisément, c'est cette espèce de surmoi de lecture où on se dit que pour pouvoir dire qu'on a lu un livre, il faut en avoir lu tous les mots. Or, peut-être que justement, c'est ça déjà qu'il faut décrisper. Il y a des livres dont on peut tirer des choses extrêmement importantes en lisant comme ça quelques pages. Je veux rejoindre votre idée justement de la bibliothèque pleine de livres qu'on n'a pas lus, et je crois que c'est très très important de se souvenir de cela, parce qu'il y a un paradoxe très curieux. Nous savons que le monde, sa qualité essentielle, c'est sa complexité, son aspect chaotique, le fait que nous ne pouvons commencer à connaître qu'une infime particule de cet univers, que le monde est peuplé des gens très très intéressants sûrement, mais où nous arrivons peut-être à connaître une personne un tout petit peu, et que le temps passe, et qu'il y a plein de gens intéressants avec lesquels nous voudrions peut-être entamer des dialogues qui n'arriveront jamais. Et après, à côté de ça, ce que nous connaissons de l'univers, ce qui est représenté dans le livre, nous pensons qu'il peut avoir un ordre alphabétique, un ordre thématique, un sens, qu'il peut être rangé sur nos étagères, et qu'il peut être connu d'un bout à l'autre. Et c'est très curieux, parce que d'un côté, nous savons que ce n'est pas possible, de l'autre côté, on nous dit, à l'école, on nous apprend qu'il faut toutes ces, finalement, très mauvaises manières de la lecture. Juste avant l'exercice de deuil, Bernard Ouellet, mon cher éditeur, m'a dit non, c'est pas possible, c'est un peu ce que tu disais, quoi. C'est pas digne de toi. Tu as écrit ce livre sans distance aucune. Tu te sentais pas très bien, c'est évident. Le texte s'en ressent, et sans distance, l'artisan que tu dois être, parce que on est branché sur une intimité, c'est un individu qui écrit, mais c'est aussi un artisan qui doit quand même maîtriser ses gestes. Il m'a dit, franchement, je te conseille de le laisser dans un tiroir parce que tu vas te faire plus de mal qu'autre chose, sachant que les textes qu'on jette, ce sont des bras morts dans une rivière. Et les bras morts, ils ont quand même servi à un moment donné à acheminer de l'eau. Et on avance de toute façon. Donc, ça, c'est le grand truc, les erreurs, ne pas les regretter, surtout pas, surtout pas. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. De même que Bernard m'a tellement habitué à sabrer dans les textes. Bernard Comment, je crois hier, parlait d'angle mort sur soi. Et c'est exactement ça. Hein. Peut-être c'est un truc lié à notre âge et tout, parce que j'ai que 10 ans de métier, entre guillemets, mais j'ai plein d'angles morts sur moi-même, et j'ai vraiment besoin de 2 ou 3 personnes autour de moi, dont mon éditeur, pour me dire, voilà, là tu as eu la trouille, tu n'as pas été au bout, là c'est du bavardage, etc. etc. Et alors, je suis habitué à couper. Vous avez entendu Manguel hier soir s'exprimer sur cette question? Ouais. Alors donc vous étiez en total désaccord avec lui, où lui disait on ne touche à rien. Il prenait beaucoup d'exemples aussi de chefs-d'œuvre absolus. Nous on est de génie, des petites gouttes d'eau contemporaines, donc on ne peut pas